Mes parents étaient instituteurs. Mon grand-père paternel était cheminot, mon grand-père maternel était menuisier. J'étais plutôt bon en sciences, donc je me suis retrouvé dans une préparation aux grandes écoles. Je suis rentré à l'école polytechnique et j'ai été dans le corps des ingénieurs des télécoms que j'avais choisi parce qu'il y avait le Centre national d'études des télécoms, parce que la recherche, a priori, m'intéressait au départ. Je suis donc arrivé au CNET et je suis arrivé là-bas au début de l'ère spatiale, au moment où les premiers satellites étaient lancés. Le directeur du CNET a tout de suite vu que ces points hauts serviraient en télécom. Et il a donc étoffé ses équipes qui étudiaient la haute atmosphère de la Terre par l'intermédiaire de satellites. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la haute atmosphère de la Terre. Et j'étais dans un laboratoire commun au CNET et donc ça c'est un centre d'ingénieurs d'études des télécoms et au CNRS. Et c'est comme ça que j'étais connu du CNRS et qu'un jour le CNRS m'a demandé de prendre la direction de l'Institut national d'astronomie et de géophysique et du département qui s'appelait à l'époque Terre, Océan, Atmosphère, Espace, et tout ça étant devenu maintenant l'Institut national des sciences de l'univers, l'INSU. C'est au début des années 80 que j'ai commencé pour la première fois à m'intéresser très sérieusement au climat, encore que dans le labo dans lequel je travaillais précédemment, il y avait déjà des gens qui travaillaient sur la basse atmosphère, mon domaine de recherche propre étant plutôt l'atmosphère ionisée plus élevée. L'effet de serre est un phénomène qui joue un rôle important dans la température moyenne que prend une planète. Une planète reçoit du rayonnement du Soleil, du rayonnement visible essentiellement. Elle renvoie dans l'espace une partie de ce rayonnement, mais une partie de ce rayonnement est également absorbée par la Terre. Et si il ne se passait rien et qu'elle reçoive indéfiniment de la chaleur, la Terre se réchaufferait indéfiniment. Donc on atteint un état d'équilibre parce que la Terre, à son tour, émet un rayonnement du même ordre que le Soleil. C'est la seule façon qu'elle ait de se débarrasser de cette énergie qui arrive continuellement. Mais ce rayonnement, dans la mesure où la Terre est beaucoup plus froide que le Soleil, se produit à des longueurs d'onde beaucoup plus basses que le rayonnement visible, c'est-à-dire c'est l'infrarouge qui n'est pas, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Et si dans l'atmosphère d'une planète, d'une façon générale, il existe des gaz qui absorbent ce rayonnement infrarouge, eh bien, la quantité de rayonnement infrarouge qui s'échappe dans l'espace est plus faible que la quantité de rayonnement qui est émise par le sol. Et plus il y a de gaz à effet de serre, et plus cet effet est marqué. Et par conséquent, c'est pour ça que la planète Vénus a une température de l'ordre de quelques centaines de degrés Kelvin. Et si la Terre n'avait pas naturellement des gaz à effet de serre dans son atmosphère, elle aurait une température qui est d'un ordre de grandeur d'une trentaine de degrés plus faible que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, ces gaz à effet de serre étant essentiellement les gaz naturels, étant la vapeur d'eau et le gaz carbonique, le CO2. L'effet de serre anthropique, qui est celui qui nous préoccupe à l'heure actuelle, est lié au fait que l'homme, pour se procurer de l'énergie, a commencé à brûler essentiellement les combustibles fossiles qui étaient entreposés dans son sous-sol, et que, ce faisant, il a augmenté la teneur de l'atmosphère en CO2, tandis que et ce CO2 a des durées de vie qui sont de l'ordre de grandeur, disons, à la louche du siècle. On a une modification substantielle du climat de la planète,
Et cette modification du climat a de nombreuses conséquences sur l'ensemble d'un certain nombre d'écosystèmes et sur la capacité de l'homme à se nourrir, sur la disponibilité d'une eau potable en quantité suffisante, etc. Donc c'est un problème très sérieux qui vient s'ajouter de façon particulièrement néfaste aux problèmes que connaissent déjà l'ensemble des pays en développement essentiellement. Et des gens les plus défavorisés dans les pays développés. À l'heure actuelle, qu'on est capable de modéliser, faire des prédictions du temps avec une fiabilité suffisante à l'échelle au-delà de laquelle les événements chaotiques interviennent, c'est-à-dire au moins à l'heure actuelle une huitaine de jours, et que ces mêmes modèles permettent, en faisant des moyennes, de prédire l'évolution moyenne du temps sur les mois de janvier, sur 20 ans autour de 2100, on voit bien que l'effet de serre en question, qu'on peut donc quantifier comme ça, permet d'expliquer tout à fait, les modèles arrivent à reproduire parfaitement non seulement tous les phénomènes qu'on connaît bien, les moussons, les choses comme ça, bon, ils arrivent à reproduire tout ça, mais ils arrivent à reproduire l'évolution du climat qu'on a connu, le réchauffement qu'on a connu, alors que si on ignorait le changement de composition de l'atmosphère, eh bien, ces modèles seraient incapables de reproduire les phénomènes qu'on a observés. La démographie est un des éléments tout à fait essentiels du problème. L'humanité ne peut pas continuer de croître comme ça indéfiniment sans que ça ait des conséquences tout à fait néfastes pour l'ensemble du globe. D'ailleurs, c'est la disponibilité de cette nourriture pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce qui pourrait être produit éventuellement à l'étranger, qui est le véritable problème. On n'exploitera jamais tout le charbon qui est dans le sous-sol, simplement parce que on va découvrir on va s'apercevoir, réaliser véritablement l'importance de l'effet de serre, et qu'on va vouloir absolument le juguler. Ce qu'on peut faire, c'est essentiellement faire des économies d'énergie, c'est-à-dire avoir des maisons qui soient mieux isolées. Il y a la production de chaleur et la production plus généralement d'énergie par des moyens qui ne relâchent pas dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Il y a bien sûr les énergies traditionnelles, enfin je veux dire classiques, déjà bien employées, que sont l'hydraulique et le nucléaire, qui sont des énergies qui marchent déjà, et puis il y a tout ce qu'on peut faire en utilisant les énergies nouvelles. L'éolien, le solaire, le géothermique, l'énergie des mers, énergie cinétique et énergie thermique des mers, en différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface. Les énergies dites renouvelables sont sans doute une solution, mais elles ne sont probablement pas la seule solution dans la mesure où elles posent ce problème de leur intermittence. Et il faudra de toute façon voir ce qui va se passer après la COP21, c'est-à-dire que au-delà des engagements qui pourront être pris par les uns et par les autres, il faut voir comment ils respecteront effectivement les engagements, les divers pays respecteront les engagements qu'ils ont pris.